Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous raconter des anecdotes de visites à domicile de médecins. Elles sont toutes vraies, c'est des médecins des SOS médecins qui ont fait des visites un peu particulières. Vous allez voir que les histoires elles sont toutes différentes et à chaque fois il y a une morale, il y a une leçon à retenir et je vais commencer par vous raconter cette histoire. C'est un lundi soir, c'est ma dernière visite. Fin d'après-midi, début de soirée, il y avait eu beaucoup de visites. On me demande vers 20h30, 21h d'en faire une dernière. Il est un peu tard, je veux rentrer à la maison, mais c'est un peu la galère, donc il faut en faire une de plus. J'accepte de la faire. Je vais voir un homme qui a un peu moins de 50 ans, qui aurait du reflux. Ouais, jusque-là, je me dis c'est plutôt simple. Allez, je vais la faire et puis on rentre à la maison. Je vois ce monsieur, il a 50 ans environ, aucun antécédent, il prend pas de médicaments ni rien et il me dit oh mais moi je voulais pas le docteur de toute façon, j'ai du reflux, j'ai pris un médicament, ça va mieux, merci, au revoir. Je me dis c'est un peu bizarre. Des fois les patients ils veulent pas voir le médecin mais là il était vraiment opposant. Je dis bah écoutez, maintenant que je suis là, autant aller au bout, je vais vous examiner. Puis si c'est que du reflux, merci, au revoir, hein. Moi aussi je vous rassure, je veux rentrer à la maison. J'ai pas d'intérêt à faire traîner la visite. Et il me dit bon ok, donc je l'interroge et il m'explique le truc mais typique. Il me disait exactement ce que je voulais entendre. Une douleur à l'estomac avec du reflux, ça brûle. Il a pris un petit Inexium, un Mopral, un truc pour l'estomac et ça va mieux. Et il me dit mais voyez docteur, j'ai rien, appuyez, j'ai pas mal. Et je sais pas, il y a un truc qui colle pas. Je dis bon, votre douleur elle me paraît un peu bizarre, il y a un truc qui colle pas, c'est irrationnel, laissez-moi faire un électrocardiogramme. Et il me dit non mais pas besoin d'électrocardiogramme, moi j'ai pas de douleur à la poitrine, j'ai juste mal à l'estomac, j'ai pris mon médicament, ça va mieux. Laissez-moi tranquille. Bon, au bout d'un moment, je vais pas me battre, je vais pas rester 3 heures, le patient il veut pas être examiné, mais sa femme est là, elle me dit non docteur, il était en sueur tout à l'heure. Et là je me dis ah, les sueurs en médecine c'est souvent un signe de gravité. Si vous avez une douleur et que vous avez des sueurs, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc du coup ce monsieur, je dis là vraiment vos sueurs ils sont un peu étranges, s'il vous plaît, laissez-moi aller à la voiture, je récupère un électrocardiogramme et on voit. Il est gavé, il veut pas, mais il finit par accepter. Je lui fais cet électrocardiogramme pour un truc de reflux finalement, il avait juste des remontées acides et en fait ce monsieur il faisait un infarctus. Un infarctus majeur, complet, il n'y a aucun doute là-dessus. Et là je dis mais monsieur vous faites un infarctus. Il me dit oh, non, mais je vous avais dit de pas faire l'électrocardiogramme. Ouais mais là monsieur je vous explique, moi je peux vous laisser, mais vous sortez, vous marchez, vous allez mourir. Il avait 4 filles. Ces 4 filles étaient présentes et finalement il a accepté. Et donc ce monsieur a été pris en charge à l'hôpital et il a pu être traité. Mais la morale de cette histoire, c'est qu'il faut être vigilant avec les symptômes. Et qu'il ne faut pas être opposant en disant non mais moi j'ai pas envie de voir le médecin. On n'est pas là pour vous forcer, mais il ne faut pas travestir la réalité. Ça veut dire quoi? Que ce patient, très certainement qu'il avait des douleurs plus intenses que ce qu'il voulait bien me faire croire et qu'il ne faut pas sous-estimer vos symptômes et qu'il faut toujours tout dire au médecin. Donc ce monsieur, j'aurais pu, si j'étais un peu pressé, si j'avais eu un peu la flemme parce que j'étais fatigué, lui donner l'ordonnance. Il sortait, il mourait et puis il laissait ses 4 filles sans papa, quoi. Donc voilà cette histoire qui m'a marqué, il y en a plein d'autres, mais je laisse la place à un autre médecin qui a une histoire aussi extraordinaire. C'était une visite dans les beaux quartiers, dans le 5e, place du Panthéon. J'arrive dans un très bel immeuble et je monte au dernier étage, je rencontre un monsieur d'un certain âge, plus de 60 ans, qui m'avait appelé parce qu'il se sentait un petit peu vaseux et il disait faire une poussée de tension. Ce qui est un motif un peu banal qu'on a tendance à traiter comme ça. Et donc je vérifie sa tension qui est effectivement élevée, plus de 18. Et puis on prend le temps de discuter un peu et j'en suis vraiment très heureux parce que ce temps en fait m'a permis de voir que ça s'aggravait en temps réel. Ce monsieur qui au début était vraiment tout à fait bien est devenu un petit peu pâle. J'ai vu que les mots étaient plus difficiles. Alors à ce moment-là, je l'ai fait se lever. Et alors que quand il était venu me recevoir, il marchait parfaitement. Tout d'un coup, il n'arrivait plus à marcher. Il avait ce qu'on appelle une démarche pseudo-ébrieuse, comme s'il avait vu. Alors là, je me suis vraiment inquiété. J'ai remarqué à ce moment-là, en faisant un examen neurologique plus avancé que j'avais pas prévu de faire au début, pour être tout à fait honnête, qu'il avait son champ visuel, sa capacité à voir qui était amputée. Il y avait des zones où il voyait plus. Alors du coup, j'ai appelé le SAMU, on a fait venir les pompiers, on l'a transféré à l'hôpital et j'ai reçu une carte quelques jours plus tard. Ce monsieur, on lui a trouvé une tumeur cérébrale très grave, de ce qu'il m'a dit, parce que moi je ne l'ai jamais revu, cet homme-là. Il lui restait que quelques mois à vivre et c'était un homme c'était un entrepreneur très fort dans ses décisions et il m'a dit qu'il m'était reconnaissant de lui avoir permis de découvrir ça comme ça, parce qu'il avait pu prendre ses dispositions pour anticiper sa mort et aller voir sa famille et qu'il allait prendre les quelques mois qui lui restaient à vivre pour justement mettre ses affaires en ordre, tout à la fois d'un point de vue émotionnel et j'imagine économique. Cette carte m'a beaucoup touché. Celle d'une téléconsultation, une patiente qui m'appelle en me disant « Docteur, je crois que j'ai des hémorroïdes ». Alors moi je lui dis « Vous savez, ici, madame, on est en téléconsultation, donc ça va être un peu compliqué de vous examiner ». En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je vois une image qui me surprend, si vous voulez. La dame s'est retournée et a mis les fesses face caméra et je vois ses hémorroïdes. J'ai oublié de constater qu'effectivement l'histoire était une histoire vraie. Comme quoi en téléconsultation, quand on dit qu'on ne peut pas tout faire, c'est quand même extraordinaire.
C'est l'époque où je travaillais toute la nuit. Et là, le dernier appel de la nuit, c'était à 6h du matin. Le motif de l'appel, c'est une jeune fille de 20 ans qui a mal au ventre. Donc c'est un appel qui ne doit pas poser trop de problèmes. Et donc j'arrive dans l'appartement de cette jeune fille, qui est un appartement cossu du 7e arrondissement. On n'était pas dans une zone défavorisée. Et j'arrive sur une jeune fille qui avait une douleur abdominale très très intense. Très très intense, comme d'habitude. Et je lui pose les questions habituelles. Et les questions que je pose, c'est de savoir si elle a de la fièvre, des vomissements, des troubles du transit. Je lui demande aussi si elle n'a pas fait déjà, si elle n'a jamais été opérée de l'appendicite. Je lui demande la date de ses dernières règles. Elle me répond oui, j'ai eu mes dernières règles il y a 15 jours. Est-ce que vous prenez la pilule? Oui, je prends la pilule. C'est dans la nuit de vendredi à samedi. Elle travaillait aux Galeries Lafayette. Elle était vendeuse aux Galeries Lafayette et elle travaillait encore jusqu'à 19h le soir d'avant mon appel. Donc j'ai du mal à comprendre sa douleur. Elle a tellement mal que je lui fais un antalgique majeur en intramusculaire. Et je ne comprends toujours pas ce qu'elle fait. Elle était accompagnée d'un jeune homme qui était là et le jeune homme était présent jusqu'au moment où très rapidement elle perd ses os. Mais bon, j'ai pris ma première trousse d'urgence et j'avais pas tout le matériel nécessaire. Donc j'ai pris un classeur, j'ai arraché l'armature du classeur, j'ai clampé le cordon avec de l'eau sauvage. Mais au moment où elle commençait à perdre ses os, son compagnon a disparu de l'appartement, a été dans une autre pièce. Je me suis retrouvé tout seul avec elle et elle me dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je lui dis écoutez, je crois que vous êtes en train d'accoucher, mais elle me dit mais je ne suis pas enceinte. Et il y avait cette ambiguïté en me disant je ne suis pas enceinte, mais je lui dis moi mais vous accouchez. Et c'était très émouvant parce que dès que son bébé, dès que c'est arrivé, elle l'a mis tout de suite sur son ventre. On était l'hiver, c'était la fin du mois de janvier, il faisait froid. Donc le seul instrument que j'avais avec moi c'était un sèche-cheveux. J'ai réchauffé le bébé avec le sèche-cheveux et j'ai attendu les pompiers et le SAMU. Ça m'a semblé très très long. Tout était fait. Elle m'a dit à la fin docteur j'ai un petit service à vous demander. Je dis lequel? Est-ce que vous pouvez prévenir ma maman qu'elle est grand-mère? Vous êtes 7h30 du matin, je téléphone à la maman. Je lui dis j'ai quelque chose à vous apprendre, votre fille, vous êtes grand-mère. Elle me répond, cette réponse très surprenante, elle dit ma fille décidément m'aura toujours surprise. Et comme j'étais très, très intrigué par cela, j'ai été 2 jours plus tard à l'hôpital pour les voir et j'ai retrouvé le bébé qui était un garçon. Et quand j'étais la revoir à l'hôpital, je me dis mais écoutez, on est entre nous, maintenant vous pouvez me le dire, vous saviez que vous étiez enceinte? Elle me dit non, je ne savais pas. Alors j'ai une histoire qui m'avait marqué parce que c'était une visite de jour à Gennevilliers, je me souviens, banlieue populaire, dans une tour. Le motif de la visite, c'était mal à la jambe. Je me pointe, m'ouvre un type qui a l'air assez nerveux, qui regarde dans le couloir s'il n'y a personne derrière moi. Il avait l'air assez suspicieux. Je me présente, je lui dis bonjour et je me rends compte rapidement qu'il tient un flingue à la main. Et un gros flingue, un genre 357 Magnum, comme ça. Alors il me menace pas, mais il a quand même un pétard dans la main, quoi. Donc je lui dis ok, qu'est-ce que... Il me dit non, c'est pas pour vous docteur, vous inquiétez pas. Et régulièrement, il va voir à la fenêtre, il soulève le rideau, il regarde dans la rue, il me dit voilà, on me surveille, je suis poursuivi, il y a des gens qui me poursuivent, mais vous inquiétez pas. Je lui dis, c'est quoi le problème? Il me dit, venez docteur, toujours avec son pétard dans la main, ce qui met quand même une ambiance un peu difficile. Il m'amène dans le couloir, au bout du couloir, il y a un panier avec un chien dedans, il me dit, voilà, c'est là. Je lui dis, quoi, c'est là? Il me montre un teckel qui est en train de dormir dans ce panier, de se reposer dans ce panier. Il me dit, oui, docteur, voilà, je crois que je lui ai donné un coup de pied un peu fort et je crois qu'il a... Je lui dis, je vous arrête tout de suite, moi je suis pas vétérinaire, c'est pas SOS vétérinaire. Je sais, docteur. Mais ils veulent pas venir, j'ai trouvé personne, vous pouvez bien faire quelque chose quand même. Vu le pétard, encore une fois, qu'il avait dans la main, je ne me fais pas prier pour examiner ce pauvre chien qui visiblement avait une patte cassée. Et donc, je lui dis, voilà, il a une patte cassée, moi je peux rien faire, hein, je vais pas le plâtrer ni rien. Il me dit, oui, mais il faudrait peut-être l'emmener et tout. Donc je lui dis, non, là je vous ai donné le maximum que je pouvais faire pour ce chien. Après, il va falloir l'emmener à la clinique, mais je peux pas sortir, vous comprenez. Bref, un paranoïaque visiblement en crise qui me
faisait soigner son chien, ce que j'avais évidemment un peu de mal à faire. J'ai réussi à m'en aller sans trop l'énerver et en réussissant à noyer un peu le poisson pour pouvoir m'extraire de ce piège. Mais je n'en menais pas large, évidemment, et je suis parti sans demander mon reste. Voilà. C'est un ami qui m'a appelé alors que je ne travaillais pas, un ami qui est vigneron et qui m'a dit on est au salon des vignerons indépendants, il y a mon employé là, il a mal dans la poitrine, c'est bizarre. Et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit c'est un mec qui se plaint jamais. Et là, il a très mal. Et on est avec les pompiers, ils veulent le renvoyer chez lui. Alors comme j'étais à côté, je suis passé. Les pompiers ont été adorables. Dès que je suis arrivé, ils m'ont dit docteur, venez. Ils m'ont montré le CG et là, ça ressemblait très très fort à un infarctus. J'ai dit peut-être qu'on le renvoie pas chez lui. C'est pas une crise d'angoisse. J'ai appelé le médecin du SAMU qui était en relation avec les pompiers. Et donc il a vu le CG. Il a dit oh là là, oui oui. Et on l'a fait transférer par les pompiers aux urgences de Saint-Antoine. Et ce monsieur qui avait 29 ans a fait l'arrêt dans le camion. L'arrêt a été rattrapé. Il est arrivé à Saint-Antoine où on a découvert qu'en fait c'était pas un infarctus, c'était une myocardite aiguë. C'est une inflammation du muscle cardiaque qui peut tout à la fois simuler ce que les gens connaissent, hein, donc l'infarctus, ou voilà, il y a une cohorte de symptômes. Ce qui est difficile dans la myocardite, c'est que parfois c'est rien du tout, ça fait juste un peu mal et ça devient même chronique. Et parfois, quand c'est aigu, c'est-à-dire quand ça arrive très brutalement, ça peut se terminer avec des arrêts. Voilà, des arrêts cardiaques. Et ça peut, en général, c'est après une infection virale. On en a beaucoup parlé pendant le Covid, mais toutes les infections virales peuvent se terminer comme ça. C'est pas pour faire peur aux gens parce que c'est très rare, c'est comme gagner au loto, mais dans l'autre sens. Ce jour-là, alors que je travaillais pas, je me suis dit que c'était bien de répondre à l'appel. Voilà. Une que j'aime bien, en fait, cette visite à 10h du soir dans une grande avenue parisienne. Donc la porte s'ouvre dans un grand appartement avec des tableaux partout. Cette femme me dit « Excusez-moi docteur, je vous ai appelé pour rien comme d'habitude, mais mon fils m'a demandé de vous appeler. » Donc c'est une femme de 70 ans environ. Bon, donc on rentre, je rentre dans l'appartement, elle me dit écoutez, on va se mettre dans mon bureau. Donc on rentre dans son bureau. Elle me dit voilà, je vous ai appelé parce que mon fils m'a dit qu'il fallait que je vous appelle. En fait, ça m'arrive souvent, j'ai 20 de tension, mais bon, c'est parce que je suis un peu tendu, etc. Mais comme mon fils m'a demandé, je vous ai appelé. Je lui ai dit écoutez, allongez-vous. Voilà, donc je prends la tension, effectivement, elle a 20, 10. Je lui ai dit écoutez, restez allongé, on va mesurer ça tranquillement, etc. Et je commence à discuter avec elle. Et je lui dis, comme je fais avec beaucoup de patients, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et elle me dit, je suis dermatologue. Je dis, ah bon, vous êtes dermatologue? Mais oui, je suis dermatologue. En fait, je vous raconte. À l'âge de 14 ans, j'ai été couverte de psoriasis et j'ai décidé que je serais médecin et que je serais dermatologue pour soigner la psoriasis. Et donc, on discute comme ça pendant, ça a duré au total 3/4 d'heure. Et toutes les 10 minutes, je reprenais la tension. 18, 17, 16, 15. Au bout de 3/4 d'heure, elle avait 13,5. Je lui ai dit, voilà, écoutez, je vais m'en aller parce que vous êtes guéri. Elle me dit, ah mais je savais, je vous ai appelé pour rien, je suis désolé, etc. Et voilà, on se quitte comme ça. Et le lendemain, enfin quelques jours après, je reçois une lettre à SOS sur du papier toilé et écrit « Merci docteur, vous m'avez soigné », souligné 3 fois. Voilà, et j'ai trouvé que c'était une histoire que j'aime raconter parce que c'est une relation qui a duré 1 heure d'une femme qui avait une belle philosophie de la vie, surtout une belle histoire parce qu'elle m'a dit une chose extraordinaire. Elle m'a dit depuis que je suis moi-même guéri de mon psoriasis, j'ai l'impression que j'arrive moins à soigner les autres. En fait, c'était un samedi après-midi. C'était un appel pour une otite chez une petite fille d'une 6-7 ans. Et je sonne, j'arrive et j'ai pas le temps de me présenter. Le papa m'ouvre, me dit « Ah super, vous êtes là, c'est génial !» Et il me donne un déguisement de fée. Alors moi, je dis « Bon, je me suis déguisée en fée, donc j'ai mis le chapeau, j'ai mis l'espèce de robe et tout ça. » Et je me retrouve entourée de 10 enfants qui me disent « Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va s'amuser. » Puis alors, SOS, voilà, donc j'ai joué avec eux et puis au bout de 5 minutes à peu près, il y a la maman qui arrive, qui dit mais c'est pas vous que j'ai engagé, mais vous êtes qui? Je lui dis bonjour, oui, je suis docteur Tarnot, je suis SOS médecin. Il me dit mais qu'est-ce que je suis? Je sais pas, je suis arrivée, votre mari m'a donné ça, alors moi j'ai joué avec vos enfants. Et là, la femme se retourne contre son mari en lui disant non mais espèce de gros con, enfin tu comprends pas qu'il peut y avoir des femmes à SOS, que c'était le docteur qui était venu soigner notre fille. Donc ça nous a fait beaucoup rire. Elle s'est excusée au moins une centaine de fois. J'ai dit mais qu'il n'y avait aucun souci. On en a beaucoup rigolé. J'ai soigné la petite fille et je suis revenue re-soigner son petit frère 1 mois après et elle s'est encore excusée en disant voilà, qu'elle était très contente. Et donc ça nous a fait beaucoup rire. On me demande quelquefois d'enlever mes chaussures. Là on me demandait de me déguiser en fée. Ça m'allait bien.
Une autre histoire, je fais une visite chez une dame d'une soixantaine d'années. Elle avait un motif qui me nécessitait, quand je fais le diagnostic, je pensais qu'elle devait partir à l'hôpital et la dame n'était pas du tout d'accord, mais de façon très véhémente. Elle n'était pas d'accord. Bon, je lui dis, on se quitte, je n'ai pas réussi à la convaincre d'aller à l'hôpital. Et je franchis la porte de son domicile et tout d'un coup, je perds connaissance. Parce que je viens de recevoir un coup de casserole sur la tête. Elle m'a assommé avec une casserole. J'ai la moitié de mon corps dans son appartement et l'autre moitié qui est sur le palier. Heureusement, il y a de jeunes voisins sur le dernier étage qui, alertés par le bruit, viennent à ma rescousse. Je suis un peu sonné. En plus, c'est pas mon avantage. C'était une femme qui n'était pas une forte femme, mais bon, j'étais assommé. Donc assez mécontent quand même. Je trouve ça un peu surprenant. J'appelle le SAMU pour demander un conseil. Il me dit il faut appeler la police. J'appelle la police et là, très rapidement, 2 policiers arrivent et montent l'escalier, je rappelle que c'est au 6e étage, et arrivés au 5e, ils disent « Docteur, on va aller interroger la patiente, mais vous restez au 5e ». Ma surprise, c'est que les 2 policiers interrogeant la patiente, la première question a été « Qu'est-ce que vous a fait le docteur pour que vous l'assommiez ?» C'est-à-dire que de victime, j'étais devenu coupable. Quand je suis redescendu avec les policiers, parce que heureusement, la patiente m'a dit c'était simplement sa tête qui ne me revenait pas. Mais je me suis dit, si elle avait dit autre chose, j'aurais pu être dans l'ennui. J'ai dit aux policiers, franchement, je ne vous appellerai plus, parce que quand même, franchement, quand je vous appelle, c'est en aide, et je suis devenu le coupable, voilà.